Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Serial Killer et non, cette fois pas d'imitation foireuse, parce que juste non en fait. Alors pour cette vidéo, je vous avais laissé un petit indice dans la dernière vidéo en version longue que vous pouvez trouver juste ici. Et je suis assez déçu de voir que absolument personne n'a trouvé de quoi j'allais parler. Je suis déçu, je suis déception, je suis triste. Du coup, je vous le redonne. Cette fois-ci, nous allons parler d'un duo de détectives. Alors, la grande question qui se pose avant de commencer cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un détective? Alors, un détective, c'est avant tout une personne intelligente payée par des particuliers pour régler certaines affaires qu'ils ne veulent pas voir rendues publiques. Vol, viol, meurtre, on y retrouve de tout. Et il arrive même que ces détectives travaillent main dans la main avec la police qui, débordée, ne pourra pas faire le travail toute seule. Du coup, dans cette émission, nous allons parler d'un duo de détectives assez particulier. Et oui, comme vous avez pu l'entendre, c'est une série qui a beaucoup de fans à travers le monde. Et oui, dans cette émission, nous allons parler d'un duo de détectives formé par une petite blonde et son père. Attends, Et ouais, nous allons parler de Véronica Mars. Hein? Quoi? Comment ça, vous attendiez pas à ça? Bon alors, Véronica Mars, série créée en 2004 par Monsieur Rob Thomas, qui est aussi le papa du spin-off 90-210. Mais si, vous savez, Beverly Hills. Pourquoi je vous parle de ça? Vous verrez ça à son importance plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, petit fun fact sur la série. À sa création, Véronica Mars est diffusée sur la chaîne UPN, qui est la seconde maman de Buffy contre les vampires. En 2006, UPN fusionnera avec The WB, oui, The Warner Bros. Television Network, la première maman de Buffy contre les vampires, et ces deux chaînes nous donneront The CW, qui plus tard diffusera de très bonnes séries comme Arrow ou Supernatural. D'ailleurs, vous commencez à avoir l'habitude, j'aime bien commencer mes vidéos en parlant des personnages de la série. Mais pas cette fois. Cette fois-ci, nous allons commencer par parler de l'histoire qui est, pour moi, la partie la plus intéressante de cette série. Sauf que pour parler de l'histoire, je dois d'abord parler des personnages. Ouais, non, oubliez ce que j'ai dit en fait, on va commencer par parler des personnages donc. Alors, vous verrez que je vais épurer un tout petit peu la liste des personnages, parce qu'il y en a vraiment... Donc on va se concentrer sur les personnages qui pour moi sont importants, sinon cette vidéo va durer 12 heures. Et donc avec un nom de série comme ça, on ne peut pas ne pas commencer par l'héroïne Véronica Mars. Alors si je devais décrire Véronica Mars de tête comme ça, je dirais que c'est une personne gentille avec tout le monde, fraîche, joviale, qui respire la joie de vivre. En vérité, je vais pas vous mentir, Véronica c'est un peu l'archétype de l'ado torturé. Un peu trop même. Je vais vous expliquer sa situation. Véronica vit le parfait bonheur avec son petit ami Duncan, sa meilleure amie Lily et ses parents. Sauf que du jour au lendemain, Duncan va la quitter. Quelque temps après, Lily va mourir. Et le père de Véronica, qui est alors shérif de la ville, va s'attaquer au père de Lily. Mais il va être viré du coup de son poste de shérif. Et la mère de Véronica, pas de Lily, va devenir alcoolique et va les quitter, elle et son père. Aïe 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 aïe. Et quelques temps après, comme elle croit à la théorie folle de son père, tout le monde à son lycée va lui tourner le dos. Et pendant ce temps-là, elle va se faire droguer et violer à une fête. Alors franchement, la prochaine fois que vous vous plaindrez d'avoir une vie de merde, dites-vous qu'au moins vous n'êtes pas Véronica Mars. Du coup, après avoir été viré de son poste de shérif, le père de Véronica s'est reconverti en détective privé et sa fille l'aura en quelque sorte rejoint vu qu'elle va officieusement travailler à ses côtés pendant son temps libre. Par contre, pour autant que j'adore cette série,
le côté manipulatrice du personnage me gêne un peu. Je veux dire, soyons honnêtes, on a tous utilisé des gens pour arriver à nos fins. Par contre, Véronica, j'ai l'impression qu'elle ne s'entoure que de gens qui lui servent à quelque chose. Le meilleur exemple de ça, ça reste Léo, l'adjoint du shérif avec qui elle va sortir parce qu'il lui donne malgré lui accès aux fichiers du shérif. Ah, pauvre Léo. Allez, dude, fist bump. Ah, ouais, je suis con, c'est une télévision. Ah, et tant qu'on y est, Véronica est interprétée par Kristen Bell qui... Oh, sympa le nouveau système. Top technologie, t'as vu? Kristen Bell donc, qu'on a vu aussi dans Heroes, House of Lies et qu'on a beaucoup entendu dans Gossip Girls puisqu'elle y faisait la voix off officielle. D'ailleurs, grande question, je suis le seul pour qui Kristen Bell a été un fantasme pendant toute l'adolescence? Hein? Non mais me laissez pas seul quoi, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Bon bah le second personnage c'est Wallace Fennell. Pour être honnête, Wallace c'est un peu l'acolyte à peine utile de la série. Mais enfin, tant qu'on y est, parlons-en. Donc Wallace c'est un jeune garçon qui va se lier d'amitié avec Véronica après qu'elle l'ait détaché d'un poteau. Ouh. Ouh. Oh, c'est tendancieux ça. Faites pas ça à la maison les enfants. Wallace donc qui vit seul avec sa mère et son frère et qui vient d'emménager à Neptune. Son père quant à lui c'était un flic que sa mère a quitté quand il a commencé à s'approcher un peu tôt près d'un cartel de drogue. Bon, je vais pas vous mentir, le personnage n'est pas aussi développé que Véronica, puisqu'il n'est là que pour jouer l'acolyte qui trouve ce qu'elle cherche. Il a quand même une histoire intéressante, et on voit que malgré tout, les scénaristes se sont intéressés à lui en lui fournissant des intrigues amoureuses et un background un peu plus développé que d'autres personnages. Ah bah si, une dernière chose, Wallace est interprété par Percy Daggs the Third. Percy Daggs 3... Putain, je sais jamais dire ces trucs-là. Percy Daggs, donc, qu'on a pu voir dans Freaks and Geeks, par exemple. Et donc, le dernier personnage dont je suis obligé de vous parler, c'est Keith Mars, le père de Véronica, donc. Bah écoutez, c'est pas que j'ai grand-chose à dire sur lui, mais j'ai à peu près tout dit. Mais bon, pour la postérité... Keith Mars, donc ancien shérif de la ville de Neptune, maintenant reconverti en détective privé, qui élève seul sa fille depuis le départ de sa femme. Alors, Keith, c'est sûrement le second personnage le plus recherché de cette série, parce qu'il apparaît dans tous les épisodes, comme sa fille en fait, c'est les deux seuls personnages qui apparaissent dans tous les épisodes de la série. Et c'est un personnage assez attachant pour moi, parce qu'on voit qu'il essaie d'éduquer sa fille du mieux qu'il peut, malgré tout ce qui lui est arrivé. Et finalement, ce personnage est interprété par Enrico Colantoni, qu'on a pu voir dans Stargate SG1, Monk ou bien encore Person of Interest. Et comme je vous l'avais dit, j'ai un peu épuré la liste des personnages, pour pas que ça dure trop longtemps, donc on va faire le reste des personnages rapidement. Très rapidement. Nous avons donc Duncan Kane, fils du milliardaire Jack Kane et ex-petit ami de Veronica Mars. Il est aussi le frère de Lily Kane, assassiné avant le début de la saison. Il partira dans la saison 2 avec son bébé pour le protéger. Il est interprété par Teddy Dunn. Logan Eccles, fils de l'acteur Aaron Eccles, ex-petit ami de Lily Kane et ancien ami de Veronica qui deviendra une dizaine de fois consécutive son petit ami puis son ex. Il est joué par Jason Doring. Eli Weevil Navarro, le chef du gang des motards latinos de la ville. Car oui, dans Veronica Mars, il y a un gang de motards latinos. Comme dans toutes les grandes villes du monde, hein. Je veux dire, le personnage commencera comme un gros dur, mais s'adoucira au fur et à mesure que la série avancera. Et il est interprété par Francis Capra. Cindy McKenzie, elle, je peux pas vous dire beaucoup de choses, à part le fait qu'elle est super canon, mais c'est un peu la technicienne de l'équipe. Véronica et elle deviendront amies le jour où Mac viendra lui demander d'enquêter sur ses origines. Elle est interprétée par Tina Majorino. Et il y a encore lui. Non, il y a trop de personnages, je m'arrête là, moi. Bien entendu, vous savez que mon plaisir dans la vie, c'est de trouver des gens dans des séries ou des films. Eh bien, je vous ai concocté une petite liste de guests qui sont apparus dans Veronica Mars et elle est assez conséquente. Alors, vous m'excuserez, elle est assez longue, donc je vais avoir besoin de lire mes notes, ce qui fait que je vais avoir le regard baissé. En tout cas, dans les guests, on a eu Paris Hilton, que vous connaissez tous, Alyson Hannigan, alias Willow de Buffy, qui jouait la sœur de Logan, Charisma Carpenter, elle aussi dans Buffy, qui jouait la mère de Dick, Aaron Paul de Breaking Bad, Kevin Smith, alias Silent Bob, Courtney Taylor, chanteur des Dandy Warhol, qui ont fait le générique de la série, Kristen Ritter, alias Jane de Breaking Bad, elle aussi, oh mon dieu, Geoffrey
Pearson qui jouait le capitaine Matthews dans Dexter, Robert Macchia qui jouait Todd dans Scrubs, Michael Cera, George dans Arrested Development, Joss Whedon, créateur de Buffy et Dollhouse, Paul Rudd alias Pete dans Hancock Mode d'emploi, Lucas Grabeel, Ryan Evans dans High School Musical, non je n'ai pas honte de cette référence, Lucy Lawless, Xena quoi les gens, Xena. Puis il y a eu Jane Lynch sous Sylvester dans Glee, et dans le film on a eu droit aussi à des guests, puisqu'avant le générique il y a un petit caméo de James Franco qui jouait... Non, je veux pas le dire. Pardon. Non. Non, je ne le... Je veux... Bon d'accord. Il jouait Harry Osborn dans la première trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, content. Mais du coup, vous devez vous demander à quoi ça ressemble les relations entre les personnages, non? Non, du tout. Ah ouais, mais c'est un peu dommage parce que moi je vous ai fait un graphique et en fait, rien à foutre de votre avis, on va le regarder maintenant. Au lycée, Liane, on sait pas son nom, et Jake Kane sortent ensemble. Mais coup du destin, ils se séparent. Liane va finir par épouser Kiss Mars et deviendra donc Liane Mars, alors que Jake Kane épousera Celeste Kane. Kiss et Liane auront une fille, Veronica, alors que Jake et Celeste auront 2 enfants, Lily et Duncan. Avec le temps, Veronica et Lily deviendront BFF de la vie. Et Veronica finira par sortir avec Duncan, alors que Lily sort avec Logan Eccles, fils de l'acteur superstar Aaron Eccles. Seulement, Lily finira tuée par Aaron avec qui elle entretenait une liaison après que Duncan ait largué Veronica. Mais du coup, Veronica, en apprenant la liaison entre sa mère et Jake Kane, se posera la question suivante. Et si j'étais la fille de Jake et la sœur de Duncan, mon amour de la vie, baby? Mais un test de paternité prouvera qu'elle est bien la fille de Kiss. Pendant ce temps, Veronica commencera à sortir avec Léo, employé du shérif, mais le quittera quand elle commencera à sortir avec Logan Eccles. Entre les saisons 1 et 2, Veronica et Logan vont rompre et Veronica va ressortir avec Duncan avant qu'il ne parte avec l'enfant qu'il a eu avec Meg Manning. Veronica va alors recommencer à sortir avec Logan pour le plaquer, puis revenir avec lui pour le plaquer définitivement pour aller avec Stush Pieznarski, alias Piz. Sauf que 9 ans plus tard, quand Logan sera accusé du meurtre de sa petite amie, Veronica va quitter New York pour retourner à Neptune et va finir par quitter Piz pour se retrouver avec Logan. Voilà, si votre cerveau n'a pas explosé entre temps, bravo, sinon RIP in peace. En tout cas, je pense que quand je vous avais parlé de Beverly Hills, j'avais pas forcément tort. Hein. Bon, je vous préviens, là on va rentrer dans la technique. Ouais, je vous avais promis de vous parler de l'histoire, mais avant il faut que je fasse quelque chose d'un poil plus important. Ouais, je dois absolument placer le contexte socio-économique de la série. Non mais, mais revenez. Non mais, cliquez pas sur la petite croix. Je te jure que si tu cliques sur cette petite croix, toi, je vais te... pardon, je m'emporte. Donc, ouais, le contexte socio-économique. Je vous promets, je vous jure, c'est pas aussi chiant que ça en a l'air, et en plus c'est essentiel pour comprendre la série. Tout d'abord, je vais laisser mon amie Veronica ici vous présenter la ville. Neptune, California, a town without a middle class. Et je vais commencer en disant que je suis pas d'accord. Bah ouais, je vous ai pas passé l'extrait en entier, mais dans cette partie du pilote, Veronica nous dit qu'à Neptune, soit vous êtes riche, soit vous travaillez pour les riches. Et moi je dis bullshit, genre comme ça, bam, violent, bullshit. Du coup on va prendre un exemple plutôt concret, les magasins. Bah ouais, regardez Wallace par exemple, les vendeurs dans une petite supérette. Est-ce qu'il est riche? Non. Est-ce qu'il travaille pour des riches? Non. Donc est-ce qu'il vit à Neptune? Et puis, allez, je vous remets l'extrait. Neptune, California, a town without a middle class. Et là encore, je dis bullshit. Il y a bien 3 classes sociales à Neptune. Les riches, qu'on va ici symboliser par Logan, pour le fun. Les pauvres, qu'on va symboliser par Weevil. Et la classe moyenne, qu'on va symboliser par Veronica. Et ne me dites pas qu'elle fait pas partie de la classe moyenne parce qu'elle est pas riche. No sack dinners tonight. Tonight, we eat like the lower middle class to which we aspire. Fire up the bocce. For real, steaks. Et elle est pas pauvre non plus. Non, je pense pas que des pauvres puissent se payer une voiture comme ça. Mais du coup, vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on s'en fout un peu des classes sociales à Neptune, non? Bah en réalité, pas vraiment.
parce que cette série elle va prendre l'allure d'une guerre des classes. Ouais, les riches vont s'attaquer aux pauvres parce qu'ils sont pauvres, et les pauvres vont s'attaquer aux riches parce qu'ils estiment qu'ils sont pas assez punis pour leurs crimes, avec bien entendu les classes moyennes au milieu. Cette théorie se vérifie surtout au début de la saison 2. Logan voulait se suicider mais s'est fait arrêter par Weevil et sa bande avant de se faire passer à tabac. Sauf que quand il se réveillera, il aura un couteau à la main et un latino poignardé à côté de lui. Et ça, c'est la vraie guerre des classes, au sens le plus propre du terme, avec des mensonges, des manipulations et des meurtres. Mais qu'est-ce que... Non mais coupez cette musique là, déconnez pas! Et du coup, c'est là qu'on va parler de l'histoire. Enfin! Mais vous savez, en réalité, l'histoire, je vous l'ai déjà un peu faite. 2 fois. Gomena. Ah non, pas encore, hein! En réalité, l'histoire, ce n'est pas non plus que ce que je vous ai raconté. Il faut préciser qu'après le meurtre de Lily Kane, un homme, Abel Kuntz, a été arrêté, mais Veronica, comme son père, n'y croit bizarrement pas. Et Veronica va, de son côté, tenter de prouver qu'il y a un plus grand secret caché derrière cette arrestation. Bon, je vais pas vous mentir, l'histoire est plutôt basique. Par contre, c'est son développement que j'aime beaucoup. Je dois vous l'avouer, ce système d'épisodes en one-shot avec un fil rouge derrière me plaît vraiment. Je veux dire, c'est le meilleur système au monde! Et pas parce que c'est celui qui est utilisé par Doctor Who, non. En fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est un style qui me plaît énormément. Vous avez dû noter, au fil de ces 2 derniers épisodes, que je parle beaucoup plus de l'histoire que du reste. C'est parce que pour moi une série doit avoir une bonne histoire et un bon développement, autant au niveau des personnages que des événements qui arrivent. Il faut aussi savoir se renouveler, pas toujours faire la même chose, ne pas réutiliser un format simple qu'on va pouvoir faire un simple copier-coller partout. N'est-ce pas, Walking Dead ? Et du coup, ce système d'épisodes détachés les uns des autres, mais avec une même intrigue en trame de fond, je trouve ça complètement extraordinaire. On peut faire n'importe quoi avec, on peut faire voyager nos personnages dans 2 univers différents, leur faire vivre des choses complètement différentes, mais en reliant le tout par un simple son, une simple image, une simple personne, une même combinaison de mots. Hey, par-delà méchant loup. Enfin bref, voilà pourquoi je kiffe ce genre d'histoire, et je dois avouer que celle de Veronica Mars m'a laissé sur le cul tellement elle est bien gérée. Enfin, elles sont plutôt, car oui, comme dans Doctor Who, chaque saison a son arc narratif propre, ils sont tous absolument géniaux, même si mon préféré reste celui de la saison 1. En tout cas, certains épisodes sont menés d'une main de maître et sortent complètement de l'ordinaire, et souvent c'est la révélation de fin de saison qui va vous laisser sur le cul. Un peu comme quand vous croyez que j'allais parler de Sherlock, quoi. Je veux dire, peu de séries peuvent se vanter d'avoir un retournement de situation aussi énorme qu'une fin de saison de Veronica Mars. Soyons réalistes un moment. Les planètes disparues ont été enlevées par les Daleks. Prévisible. L'Eye-Struck Killer est le frère de Dexter. Classique. L'homme qui aide l'agent Ballard à entrer dans le Dollhouse est Alpha. Même pas surpris. Par contre, Beaver, qui a violé Veronica, qui a fait exploser le bus scolaire pour ne pas faire couler Woody Goodman, candidat à la mairie de Neptune, qu'il avait lui-même violé, là par contre, je dois vous l'avouer, mon cerveau a un poil explosé. Après avoir parlé à plusieurs personnes qui ont vu la série, elles m'ont affirmé que la découverte du meurtrier de Lily en la personne d'Aaron Eccles les avait pas choqués et qu'ils s'y attendaient. Je dois être vraiment naïf parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Enfin, pour moi, Aaron, c'était un personnage secondaire. On l'a vu une fois, voilà, comme Jake Kane ou Céleste. Ouais, c'est bien, il est là, il est dans la ville, cool, hein, voilà. Et on n'a pas plus de pistes que ça jusqu'à la fin de la saison. Et ça m'avait vraiment foutu sur le cul quand ça avait été révélé. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser un peu, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans la vidéo, là en bas, là regarde là en bas, là par là, voilà, regarde là, non, non, pas là, non, là par là, on se calme, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en bas là, quelle est la fin de saison ou la fin de série qui vous a le plus marqué, et avec un peu de chance, je parlerai peut-être d'une série dont vous avez parlé dans les commentaires, qui sait, je suis un mec gentil moi. Quelque chose dont je voulais vous parler aussi, c'est l'esthétique de la série.
La série est très lumineuse, très colorée, mais peut aussi être sombre avec des scènes qui sont probablement en nuit américaine. Vu la tête qu'elles ont, pour moi c'est de la nuit américaine. Alors, la nuit américaine, vous allez me demander... Bah, la nuit américaine, c'est un procédé très simple. Il suffit de tourner de jour, mais avec un filtre sombre, souvent bleu foncé, devant l'objectif de la caméra, et ça donne une teinte très sombre aux images, qui donne l'impression d'être de nuit, alors qu'elles sont de jour. Et c'est un procédé qui est utilisé pour filmer des scènes entre guillemets de nuit, pour ne pas avoir des images dégueulasses, hein. Coucou Hitman the Cobra. Enfin bref, un truc intéressant dans cette série, ce sont les flashbacks, un procédé qui est utilisé à tort et à travers, c'est absolument dingue, il y en a quasiment un par épisode, c'est un truc de fou. Et la question qu'on se pose, c'est comment rendre un flashback différent d'une scène normale. Eh bien, c'est tout simple, vous appliquez un effet de flou et une saturation des couleurs genre hardcore. D'ailleurs, en parlant de filtres, une scène de l'épisode final de la saison 2 m'a personnellement beaucoup fait rire. Dans cette scène, Veronica rêve d'une espèce d'idylle où Lily est encore vivante, où ses parents sont encore ensemble, où elle va chercher son diplôme de fin de lycée. Et cette scène m'a fait rire car vous connaissez le proverbe « vivre la vie en rose ». Eh ben, comment dire que les monteurs ont appliqué ce principe à la lettre, puisque tout est plus rose. Non mais regardez-moi ça, on se croirait dans l'estomac d'une licorne, c'est dégueulasse. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié un truc. Bah ouais, la musique. Veronica Mars étant une série qui se veut énormément dans son sein, on y retrouve beaucoup de musique populaire. Donc si, comme moi, vous avez eu un orgasme en entendant cette musique... Eh ben, vous y habituez pas. Dans la liste des musiques utilisées dans la série, on retrouve autant des classiques tels que The Who que des trucs plus récents comme Rihanna. Et je dois avouer que en fait le mix se fait vachement bien. Faut avouer aussi que les musiques d'ambiance qui ont été composées par Josh Crammon sont assez présentes, mais malheureusement pas forcément mémorables, à part le thème de fin peut-être. Mais je trouve qu'elle colle quand même très bien à l'univers et à l'ambiance de la série. Et pour finir sur la musique, je voudrais quand même saluer le générique de début de la série We Used to Be Friends des Dandy Warhol. Tout simplement parce que la chanson colle bien à l'esprit de la série, que ce soit cette guitare criarde, ce tempo assez rapide ou même ses paroles, c'est un truc de dingue. Tout colle, la chanson est juste parfaite comme intro et de plus le montage par-dessus est complètement top. On notera aussi qu'entre les deux premières et la troisième saison, il y a eu un changement dans le générique. Dans les deux premières saisons, on avait ça. Alors que dans la troisième, on a ça. Oui, la différence est assez choquante, mais elle s'explique facilement. Dans les deux premières saisons, la vie de Veronica est assez mouvementée et bordélique. Sa meilleure amie vient de se faire tuer, il y a une explosion de bus, enfin c'est le bordel. Donc forcément une chanson très rythmée et très violente, ça colle très bien. Dans la troisième saison, Veronica veut laisser de côté son occupation de détective pour se concentrer sur ses études et avoir une vie un peu plus normale. Du coup, une chanson plus posée et plus calme s'impose. Il faut dire que du coup le générique colle toujours très bien au ton de la série, ce qui est quand même assez rare. Hein, Charmed? On tiendra quand même à noter qu'outre la musique, plein de choses sont marquantes dans cette série, et en particulier les thèmes qu'elle aborde. Parce que oui, Veronica Mars c'est une série avec une femme qui botte des culs et qui a besoin de l'aide de personne pour y arriver. Parce que, soyons honnêtes, c'est assez rare quand même, et quand ça arrive, c'est mal utilisé, et... Pour exemple, on va prendre Charmed, une série dont je vous parlerai peut-être un jour dans cette émission, où les héroïnes ne peuvent rien faire sans l'homme de la maison, Léo, l'être de lumière.
Alors que dans cette série, Véronica, elle se démerde toute seule. Enfin, en quelque sorte, hein. Bien entendu, elle se sert de plusieurs personnes pour arriver à ses fins. Mais on la voit aussi réussir seule un bon paquet de fois. Et là, vous devez probablement vous dire « Ah mais quel machiste! Il a dit que se sert des gens assis sur l'émission, c'est de la merde, c'est qu'un gros machiste cet enfoiré !» Alors déjà, random viewer, merci de regarder, ça me fait toujours très plaisir. Mais la réalité, c'est que oui, Véronica, elle se sert des gens. Et d'ailleurs, la présence de certains personnages, comme Léo, dans la série n'est expliquée que parce que Véronica a besoin d'eux pour telle ou telle chose. Et je trouve que c'est assez dommageable, parce que la série parle d'une jeune fille assez indépendante et intelligente. Et pour le coup, elle n'hésite pas à manipuler les gens pour arriver à ses fins, et personnellement, ça me dérange toujours un peu. En tout cas, le féminisme, c'est pas vraiment le seul thème de la série. Il y en a plein d'autres qui sont maintenant assez communs, mais qui pour l'époque ne l'étaient pas forcément, comme par exemple l'abandon, la famille monoparentale, l'alcoolisme, le viol, la drogue, même l'informatique, c'est pour vous dire. Et tout ça se goupille très bien dans des épisodes qui essaient de vous faire réfléchir ne serait-ce qu'un petit peu, et je trouve ça absolument génial. D'ailleurs, un des seuls reproches que j'aurais à faire à la série, c'est son doublage. Ah non, je suis pas un puriste, je dis pas qu'il y a que la VO qui existe, on a eu des très bonnes VF, comme par exemple Scrubs, mais malheureusement, Véronica Mars n'a pas eu le droit à ce traitement de faveur. Du coup, certaines phrases en français, on les comprend pas trop. Je vais prendre un exemple tout bête. Regardez celui-ci. Veronica, Yes, when you go after Jay Kane, you take backup. I always do. Haha, c'est drôle parce que backup c'est le nom du chien, mais en anglais ça veut aussi dire renfort. We used to be friends. Long time ago. Haha, c'est drôle parce que We Used to Be Friends, c'est le titre du générique. Enfin bref, malgré tout ça, la série a eu son petit succès puisque rien qu'en Amérique, les audiences allaient de 2 à 4 millions de spectateurs par épisode pour la première diffusion et c'est pas mal. S'il vous plaît, vous pouviez pas me donner un centième de ça, ce serait gentil. Mais malheureusement, malgré ça, la série n'a pas eu une très bonne vie. La saison 3 n'est faite que grâce à une mobilisation des fans et à l'amour que la présidente Dupian portait à la série. Et l'audience de la série passant sous la barre des 2 millions à la fin de cette troisième saison, elle est annulée. Et c'est dans ce genre de situation qu'on peut voir à quel point certaines séries sont aimées par les fans. Pour vous donner une petite idée de la mobilisation des fans dont je vous parlais il y a quelques minutes, pour que cette série soit renouvelée pour une saison 3, les fans ont distribué pour plus de 18 000 $ de DVD de la série dans des bibliothèques à travers les USA. C'est dingue, c'est un truc de malade quoi. Mais c'est pas tout. Les fans sont allés jusqu'à créer plusieurs fansites qui contiennent beaucoup d'informations sur la série, des trucs de dingue, les guests, les musiques utilisées dans les épisodes, mais à la seconde près, c'est presque à remarquer les moindres détails. Et je dois avouer que ces sites m'ont beaucoup aidé pour la création de cette émission, donc j'aimerais faire un gros shout-out à marsinvestigations.net et au fansite français Véronica Mars, dont les liens seront dans la description juste en dessous, donc voilà, merci à vous, je vous aime. Malheureusement, en 2007, la série s'arrête pour audience trop faible, ouais, parce que 2 millions, c'est pas assez, hein. Mon dieu, je me demande ce que ça donnerait si j'avais des producteurs, moi. Monsieur Venom, Madame la productrice. Monsieur Venom, vous avez vu aux dernières audiences? Ça ne va pas du tout. Ouais, je sais, mais j'y suis pour rien. Enfin, vous voyez le public, puis c'était alpha, et puis. Mais le public n'a pas suivi. Ouais, mais. Il n'y a pas de mais. Vous allez être obligé d'arrêter votre émission. Arrêtez mon émission? Mais. Mais en fait, vous pouvez pas, on est sur internet, je fais ce que je veux. Si, on peut. Non, vous pouvez pas. Et moi, je vous dis que si. Et moi, je vous dis que non. C'est moi la productrice, c'est moi qui donne l'argent. J'ai dit si. Mais malgré tout ça, Rob Thomas reste confiant et annonce qu'il aimerait continuer l'aventure sous un format nouveau. Des romans, un film, peu importe. Et là, ça devient un peu n'importe quoi, puisque pendant près de 5 ans, on passe à plein d'informations contradictoires. Se fera pas, le projet est assez incertain, jusqu'à un certain 13 mars 2013, où Rob Thomas poste un Kickstarter pour faire le film. Il demande aux Marshmallow, les fans de la série, de donner 2 millions de $.
objectif qui sera accompli en 10 heures, presque aussi rapidement que le film Noob. Au final, le Kickstarter récoltera presque 6 millions de dollars, devenant le 3e projet le plus important jamais fait sur Kickstarter. Et ouais, parce que ça déconne pas chez les Marshmallows. Du coup, le film est sorti en mars 2014 dans le monde entier et a été plutôt bien reçu. Veronica Mars, le film, c'est la preuve qu'on peut ressusciter une série au grand écran sans prendre les fans pour des cons. Un Dead Like Me. Alors du coup, Veronica Mars, le film, en réalité j'ai pas grand chose à vous dire dessus, à part que c'est une saison complète, résumée en 1h40. Bien entendu, l'esprit de la série est toujours là, les acteurs sont revenus, il ne manque rien, même 7 ans après. Je trouvais l'intrigue très bien ficelée, l'ambiance globale de la ville, accentuant encore plus le côté guerre des classes dont je vous parlais en début d'épisode. Le seul point négatif que je pourrais trouver au film, c'est d'avoir oublié l'idée de Rob Thomas d'avoir Veronica au FBI pour la saison 4. Enfin, c'est sûrement pas anodin vu la fin du film et la possible suite en série, roman ou film qu'elle laisse présager. Et bah écoutez, this is it guys, la fin de ce 3e épisode de Serial Killer. Waouh, sincèrement je pensais pas qu'il serait fini un jour. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, il a été tourné 2 fois, ça c'est la 2e. Mais je suis fier qu'il soit fini. Alors du coup, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Ou bien même, si vous êtes des fifous et que YOLO est votre philosophie de vie, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Non, je sais, c'est un truc de ouf que je vous demande. Je sais pas comment je peux vous demander ça, franchement, j'oserais jamais, mais on sait jamais je le fais, hein. Enfin voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur cet épisode. Et nous on se retrouve bientôt pour le 4e épisode de Serial Killer. On va faire la même chose que pour ce 3e épisode. Le 4e épisode, ce sera l'épisode du plastique. Voilà, je vous en dis pas plus, à vous de laisser un commentaire pour me dire de quelle série vous pensez que ça va parler. Si vous pensez avoir trouvé, eh bien, tout simplement vous laissez un commentaire, soit ici, soit sur mon Twitter, soit sur mon Facebook. Puisque oui, il y a une page Facebook maintenant, hein. Très content, j'ai créé une page Facebook il y a pas longtemps. C'est le bonheur. Ouais, venez, on est une vingtaine dessus. Voilà, donc laissez un commentaire, hein, vidéo, Twitter, Facebook, comme vous voulez. N'hésitez pas à liker la page, à liker le compte Twitter, à follow sur Twitter, ce que vous voulez. On n'a plus rien à foutre. Nous on se retrouve bientôt pour le 4e épisode de Serial Killer que je vais essayer de sortir avant la fin de l'année, hein, quand même, ça serait sympa. Et puis voilà, portez-vous bien et à plus tard les gens.